Versailles, le palais le plus magnifique du monde, le symbole de la grandeur française. Mais derrière ces murs dorés, il s'est passé quelque chose que personne ne veut raconter. Imaginez une jeune fille de 14 ans. C'est son mariage. Elle tremble. Autour d'elle, des dizaines de courtisans observent, murmurent, rient. On la déshabille. Devant tout le monde, on l'emmène vers le lit nuptial. Et là, l'archevêque entre dans la chambre, suivi par la famille royale, les princes, les duchesses. Il reste, il regarde. Ce n'est pas une histoire isolée, c'est un rituel, obligatoire, répété pendant plus d'un siècle. Louis XIV l'a subi, Louis XVI aussi. Marie-Antoinette a pleuré en silence, pendant que la cour entière assistait à sa première nuit. Et le plus troublant, c'est que la monarchie a tout fait pour l'effacer de l'histoire. Les livres scolaires n'en parlent jamais. Les historiens l'ont ignoré pendant des siècles. Même aujourd'hui, peu de gens savent ce qui s'est vraiment passé dans ces chambres royales. Ce soir, vous allez découvrir la vérité. Une vérité qui révèle ce qu'était vraiment la monarchie absolue. Pas seulement un régime politique, mais un système qui dévorait la dignité de ses propres rois. Avant de commencer, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Je suis toujours curieux de savoir où notre histoire française résonne dans le monde. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de notre passé, les récits que les livres d'histoire ont oubliés, abonnez-vous maintenant. Parce que chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de l'histoire de France. Les secrets, les drames, les moments que personne n'ose raconter. Alors installons-nous et plongeons ensemble dans l'une des histoires les plus troublantes de Versailles. 16 mai 1770, 23h30. Dans les corridors du château de Versailles, une jeune fille de 14 ans avance lentement. Son nom est Marie-Antoinette d'Autriche. Elle vient de devenir dauphine de France, il y a quelques heures à peine. Autour d'elle, des dizaines de dames de la cour l'accompagnent. Leurs robes de soie froissent le silence. Les flambeaux projettent des ombres dansantes sur les murs lambrissés d'or. Marie-Antoinette est pâle, ses mains tremblent. Elle sait ce qui l'attend. Sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, l'a prévenue, mais aucune préparation ne peut adoucir ce qui va suivre. Les appartements nuptiaux ont été décorés avec un luxe extraordinaire. Des tentures de velours cramoisi recouvrent les murs. Le lit à baldaquin, monumental, trône au centre de la chambre. Des candélabres d'argent massif illuminent chaque recoin. Tout respire la magnificence. Mais cette beauté ne peut pas masquer ce qui va se passer dans quelques minutes, car ce soir, la jeune dauphine va vivre l'un des rituels les plus étranges de la monarchie française, un cérémonial dont on ne parle jamais dans les livres d'histoire. Une pratique qui transforme l'instant le plus intime d'un couple en spectacle public, en théâtre d'État, en démonstration de pouvoir. Derrière les portes dorées de Versailles, des dizaines de courtisans attendent. Ils ont tous un rôle à jouer dans cette cérémonie que la cour nomme pudiquement la bénédiction du lit nuptial. Mais la réalité est bien plus crue, bien plus troublante. Les mariages royaux ne se terminent pas par un baiser sur le parvis d'une église. Ils se concluent par un rituel codifié, minutieusement orchestré, où l'intimité des nouveaux époux est violée par la présence de la cour tout entière. Un rituel qui existe depuis des siècles, un rituel que personne n'ose remettre en question. Ce que vous allez découvrir n'est pas une anecdote scandaleuse, c'est une pratique systématique, perpétuée durant plus d'un siècle à Versailles et soigneusement effacée des récits officiels. Un rituel qui révèle, mieux que n'importe quel traité politique, la nature profonde de la monarchie absolue. Un système où même l'acte le plus intime devient affaire d'État, où la chair des princes appartient au royaume, avant d'appartenir à leur cœur. Comment le savons-nous aujourd'hui, alors que ce rituel a été si bien caché pendant des siècles, grâce aux témoins, des témoins qui ont eu le courage d'écrire ce qu'ils ont vu, des mémoires, des lettres, des journaux intimes qui ont survécu à la censure. Le duc de Saint-Simon,
chroniqueur impitoyable de la cour de Louis XIV, en parle dans ses mémoires rédigés entre 1704 et 1750. Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, décrit la scène avec une précision douloureuse. La princesse palatine, belle-sœur de Louis XIV, écrit des lettres révoltées à sa famille allemande, dénonçant ces usages barbares qui déshonorent une nation civilisée. Et puis il y a les archives, les registres de l'étiquette de la cour, conservés aux archives nationales, des documents administratifs qui décrivent, avec une froideur bureaucratique, le déroulement exact du cérémonial. Qui doit entrer dans la chambre, dans quel ordre, qui a le droit de rester jusqu'à la fin, qui doit se retirer avant. Madame Campan écrit dans ses mémoires, publiées en 1823, bien après la Révolution. Elle ose enfin raconter ce qu'elle a bien vu. L'archevêque bénit le lit nuptial en présence de toute la famille royale. Puis, selon l'usage immémorial, on procède à la remise de la chemise. Cette cérémonie, si contraire à toute pudeur naturelle, est pourtant considérée comme essentielle à la légitimité de l'union. Lisez bien ces mots, si contraire à toute pudeur naturelle. Même ceux qui participent au rituel savent qu'il est humiliant, mais ils le perpétuent quand même, parce que c'est la tradition, parce que c'est l'étiquette, parce que personne n'ose défier le système. Le contraste est troublant. Nous sommes au XVIIIe siècle. L'Europe des Lumières commence à parler de droit naturel, d'intimité, de dignité humaine. Voltaire écrit, Rousseau publie le contrat social, Diderot compile l'encyclopédie. Partout, les intellectuels remettent en question les traditions barbares du passé. Et pourtant, à Versailles, la cour la plus raffinée du monde, le symbole même de la civilisation française, maintient un rituel qui nie toute intimité au couple princier. Un rituel digne du Moyen-Âge, un rituel qui transforme des êtres humains en instruments dynastiques. Voltaire lui-même, dans sa correspondance privée de 1772, évoque avec dégoût ces usages barbares qui survivent sous les dorures. Il ne peut pas le dire publiquement, il risquerait l'emprisonnement. Mais dans ses lettres, il exprime sa révolte. Comment peut-on prétendre être le pays des Lumières et perpétuer de telles pratiques? Mais pourquoi ce rituel existe-t-il? Pour comprendre, il faut remonter au Moyen-Âge, à une époque où l'Europe entière est obsédée par la légitimité dynastique. Les héritiers déterminent la paix ou la guerre entre royaumes. Un héritier contesté peut déclencher des décennies de conflits, des milliers de morts, des provinces entières ravagées. Il faut donc des témoins qui peuvent certifier que le mariage a été consommé, que l'union est valide selon les lois de l'Église et du royaume, que l'héritier qui naîtra 9 mois plus tard est bien légitime, sans contestation possible. Au départ, le rituel est relativement discret. Quelques grands du royaume, l'archevêque, les témoins officiels, ils entrent dans la chambre, constatent que les époux sont au lit et se retirent rapidement. C'est déjà intrusif, mais cela reste supportable. Puis vient Louis XIV, le roi Soleil, l'homme qui transforme Versailles en centre du pouvoir absolu. Sous son règne, tout devient spectacle. L'étiquette devient plus rigide, plus théâtrale, plus oppressante. Le lever du roi est une cérémonie publique. Son dîner est un spectacle où les courtisans observent chaque bouchée. Sa promenade dans les jardins est une procession codifiée. Et le rituel de la nuit de noces, il atteint son paroxysme. Ce qui était une simple vérification devient une mise en scène élaborée. Un théâtre où se joue la toute-puissance de l'État sur l'intimité de ses sujets, même royaux. Voici comment cela se passe. Chaque étape est codifiée dans les registres de l'étiquette. Première étape, le cortège de la mariée. La nouvelle épouse est conduite dans une antichambre par les dames de la cour. Là, on la déshabille, entièrement.
Puis on lui passe une chemise nuptiale spécialement confectionnée pour l'occasion, une chemise de lin fin, souvent brodée. Chaque geste est minuté. Chaque dame a un rôle précis. L'une détache les lacets, l'autre retire la robe, une troisième passe la chemise. Pendant ce temps, dans une autre antichambre, le marié subit le même traitement. Les gentilshommes de sa maison le déshabillent. Les plaisanteries fusent, souvent grivoises. C'est l'usage. On se moque du jeune prince. On fait des remarques sur sa virilité. On lance des paris sur la rapidité de la consommation. Pour les courtisans, c'est une distraction. Pour le prince, c'est une humiliation. Deuxième étape, l'entrée dans la chambre nuptiale. Les deux cortèges convergent. La mariée d'un côté, le marié de l'autre. Ils entrent ensemble dans la chambre où se trouve le lit monumental. Et là, ils découvrent l'ampleur de ce qui les attend, car la chambre n'est pas vide, elle est remplie de monde. La famille royale au grand complet, les princes du sang, les ducs et duchesses, les grands officiers de la couronne, parfois selon les estimations des témoins, jusqu'à 50 ou 60 personnes sont présentes dans la pièce. Troisième étape, la bénédiction. L'archevêque de Paris s'avance. Il porte ses habits sacerdotaux. Il bénit le lit. Il asperge les draps d'eau bénite. Il récite des prières en latin. Tout cela devant l'assistance qui observe en silence, ou presque, car on entend des murmures, des commentaires, des rires étouffés. Quatrième étape, la mise au lit. C'est le moment le plus humiliant. Les époux sont conduits vers le lit. On les fait asseoir, puis on les fait s'allonger. Selon l'étiquette, certains courtisans privilégiés ont le droit de rester dans la chambre jusqu'à la fermeture des rideaux. Cela signifie qu'ils restent là, debout autour du lit, regardant les deux jeunes gens allongés, terrorisés, incapables de bouger. Puis enfin, les rideaux se ferment. L'assistance se retire, lentement, en commentant, en riant, en faisant des remarques. Mais ce n'est pas fini, car le lendemain matin, des témoins officiels reviennent. Ils examinent les draps. Ils cherchent là la preuve de la consommation du mariage. Cette preuve sera consignée dans les registres officiels du royaume. Elle deviendra un document d'État. Voilà le rituel que la cour a tenté d'effacer de l'histoire. Voilà ce que subissent les couples royaux pendant plus d'un siècle. Et voilà pourquoi les témoins, lorsqu'ils écrivent des années plus tard, parlent de cette pratique avec révolte et dégoût. La princesse palatine, dans une lettre à sa tante datée de 1681, écrit des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire combien cette cérémonie m'a paru barbare et contraire à toute décence. La pauvre épouse tremblait comme une feuille, et les rires des courtisans résonnaient jusque dans le corridor. C'est une honte pour une nation qui se prétend civilisée. Une honte, le mot est fort, mais il vient d'une femme qui a vécu à Versailles, qui a assisté à ces rituels, qui a vu la souffrance dans les yeux des victimes. Mais qui sont ces victimes? Pour comprendre l'ampleur de ce scandale dissimulé, il faut entrer dans l'intimité brisée de 3 couples royaux, 3 nuits de noces, 3 drames humains, 3 révélations sur la véritable nature du pouvoir absolu. Le premier cas est celui de Louis XIV lui-même, le roi Soleil, l'homme le plus puissant d'Europe. Vous pensez qu'il a échappé au rituel? Vous vous trompez. Même lui, le monarque absolu, le conquérant, l'homme qui fait trembler l'Europe entière, n'a pas pu protéger sa propre intimité. 9 juin 1660, Saint-Jean-de-Luz, près de la frontière espagnole. Louis XIV a 21 ans. Il est jeune, fort, séduisant. Toute l'Europe le sait. Mais en ce jour, son cœur est brisé, car Louis est amoureux, follement amoureux de sa nièce, Marie Mancini, une jeune femme brillante, cultivée, passionnée. Ils passent des heures ensemble à discuter de littérature, de musique, de poésie. Louis lui écrit des lettres enflammées. Il veut l'épouser. Il est prêt à défier les conventions pour elle. Mais Mazarin, son parrain et Premier ministre, s'y oppose. Anne d'Autriche, sa mère, s'y oppose. Toute la cour s'y oppose. Louis doit épouser Marie-Thérèse d'Autriche. C'est une nécessité politique.
Le mariage scelle le traité des Pyrénées. Il met fin à 24 ans de guerre entre la France et l'Espagne. Des milliers de vies en dépendent. Quelques semaines avant le mariage, Louis écrit à Marie Mancini une lettre déchirante. Cette lettre est conservée aujourd'hui aux archives du Quai d'Orsay. On peut encore lire ces mots, tracés d'une main tremblante. On m'oblige à épouser une princesse que je ne connais ni n'aime, pour des raisons que je comprends mais qui me déchirent sur le cœur. Je suis roi, mais en cet instant, je ne suis qu'un homme que l'on sacrifie sur l'autel de la politique. Lisez bien ces mots. Je ne suis qu'un homme que l'on sacrifie. Le roi Soleil, le monarque absolu, se voit lui-même comme une victime. Et il a raison. Marie-Thérèse d'Autriche arrive en France. Elle a 18 ans. Elle vient d'une cour espagnole austère, rigide, profondément catholique. Elle ne parle pratiquement pas français, seulement l'espagnol et un peu de latin. Elle découvre Versailles avec effarement. Les fastes, les fêtes, l'étiquette complexe qui régit chaque instant de la journée. Lors de la cérémonie nuptiale, elle semble perdue, désorientée. Les témoins racontent qu'elle ne comprend pas ce qu'on lui dit, qu'elle sourit poliment, mais qu'on voit la peur dans ses yeux. Elle est loin de chez elle. Elle va épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Et elle sait ce qui l'attend le soir venu. Le mariage est célébré, avec une magnificence extraordinaire. Toute l'Europe a les yeux tournés vers Saint-Jean-de-Luz. C'est l'événement diplomatique du siècle. La paix enfin, après des décennies de guerre. Mais quand le soir arrive, la magnificence se transforme en cauchemar. Le rituel se déroule avec une rigueur implacable. Le marquis de Lafare, courtisan proche du roi, a laissé un témoignage détaillé de cette nuit. Sa Majesté la Reine a été déshabillée par les dames de France, tandis que le roi était préparé dans une chambre attenante par les princes du sang. L'archevêque de Paris a procédé à la bénédiction et toute la cour est demeurée présente jusqu'au moment où l'on a fermé les rideaux du lit. On pouvait entendre les plaisanteries des courtisans jusque dans les antichambres. Des plaisanteries, pendant que deux jeunes gens, mariés contre leur gré, subissent l'humiliation de cette mise en scène publique. Mais le détail le plus troublant vient d'une autre source. Madame de Motteville, dame d'honneur de la reine, écrit dans ses mémoires « J'ai vu les larmes silencieuses de la reine. Elle comprenait qu'elle n'était pas aimée, qu'elle n'était qu'un instrument politique dans les mains de deux couronnes. Elle pleurait sans bruit pendant que les courtisans riaient et que l'archevêque récitait ses prières. Marie-Thérèse pleurait, le soir de ses noces, devant des dizaines de témoins, et personne n'a eu la décence de se retirer. Personne n'a eu la compassion de lui épargner ce spectacle. Louis XIV lui-même, des années plus tard, a confié quelque chose au duc de Saint-Simon. Cette confidence est rapportée dans les Mémoires du duc, rédigés entre 1704 et 1750. Cette nuit-là, j'ai compris que je n'étais plus un homme libre, que ma vie privée appartenait à la France, que même mon lit était un théâtre où se jouait la comédie de l'État. Pensez à ces mots. Louis XIV, l'homme qui dira plus tard « L'État, c'est moi ». L'homme qui construit Versailles pour démontrer sa toute-puissance. Cet homme-là avoue qu'il n'est pas libre, qu'il est prisonnier de son propre système. Et le lendemain matin, le rituel continue. Selon l'étiquette, des témoins officiels doivent examiner les draps nuptiaux. Ils cherchent la preuve que le mariage a été consommé. Anne d'Autriche, elle-même, la reine-mère, vient constater le résultat. Elle inspecte les draps. Elle confirme. Elle fait inscrire cette confirmation dans les registres officiels. Aujourd'hui, cette pratique nous paraît profondément intrusive, violente même. Mais à l'époque, elle est considérée comme une garantie essentielle de légitimité dynastique. Sans cette preuve, le mariage pourrait être contesté. Les héritiers futurs pourraient être remis en question. La stabilité du royaume pourrait être menacée. Voilà la logique de la monarchie absolue. L'intimité n'existe pas. Tout est affaire d'État. Même la nuit de noces. Même les draps tachés de sang. Même les larmes d'une jeune reine qui comprend qu'elle ne sera jamais aimée. Ce premier exemple établit le modèle. Louis XIV,
malgré sa puissance absolue, ne peut pas échapper au rituel. S'il est le roi Soleil en public, il reste un prisonnier de l'étiquette dans sa propre chambre. Cette contradiction va définir toute sa vie, une liberté totale dans les affaires d'État, une servitude complète dans sa vie privée. Et Marie-Thérèse, elle va passer le reste de sa vie dans l'ombre de son mari. Louis XIV multiplie les maîtresses. Louise de la Vallière, Madame de Montespan, Madame de Maintenon. Toute la cour le sait, Marie-Thérèse le sait aussi. Mais elle ne dit rien. Elle sourit, elle accomplit son devoir. Elle donne 6 enfants au roi, dont un seul survivra. Lorsqu'elle meurt en 1683, Louis XIV prononce une phrase terrible. Saint-Simon la rapporte dans ses mémoires. C'est le premier chagrin qu'elle m'ait causé. Comprenez bien ce que cela signifie. En mourant, Marie-Thérèse cause enfin un désagrément à son mari. Elle l'oblige à porter le deuil. Elle perturbe l'étiquette de la cour. C'est tout ce qu'elle est pour lui. Une présence silencieuse, effacée. Une reine qui a fait son devoir, qui a donné un héritier, qui n'a jamais protesté contre les humiliations, même pas celle de la première nuit. Mais Louis XIV n'est pas le seul à subir ce rituel. 20 ans plus tard, son propre fils va vivre la même humiliation. Et cette fois, le rituel a encore empiré. 7 mars 1680. Versailles est maintenant le centre absolu du pouvoir. Le château est devenu une machine à produire de l'étiquette. Chaque geste est codifié. Chaque instant de la journée suit un protocole rigide. Le lever du roi mobilise des dizaines de courtisans. Son dîner est un ballet chorégraphié. Sa promenade dans les jardins obéit à des règles strictes. Et le rituel de la nuit de noces, il a atteint des sommets de théâtralisation. Le grand dauphin, fils unique de Louis XIV et héritier du trône, a 18 ans. C'est un jeune homme timide, effacé, peu préparé à la vie publique. Son père le trouve décevant, pas assez brillant, pas assez ambitieux, pas à la hauteur de l'héritage du roi Soleil. On le marie à Marie-Anne de Bavière, pour renforcer l'alliance avec les électeurs allemands. Marie-Anne a 16 ans. Elle ne parle ni français ni latin, seulement l'allemand. Elle arrive à Versailles terrifiée. Elle ne comprend rien à ce qui se passe autour d'elle. Les courtisans parlent vite, dans une langue qu'elle ne maîtrise pas. Les codes de l'étiquette sont un mystère pour elle. Le soir des noces, Madame de Sévigné assiste à la cérémonie. Cette femme, célèbre pour ses lettres spirituelles, écrit à sa fille le 9 mars 1680. Et pour une fois, son ton n'est pas léger. Il est profondément troublé. Jamais spectacle ne fut plus magnifique et plus cruel. La pauvre princesse, qui ne comprenait rien à ce qui se passait, a été déshabillée par les dames de la cour comme une poupée que l'on prépare. On lui a passé une chemise de dentelle si fine qu'elle en était transparente. Elle rougissait de honte, mais personne ne semblait le remarquer. Le roi, Sa Majesté Louis XIV lui-même, a assisté à toute la cérémonie, comme pour marquer que rien, absolument rien dans son royaume, n'échappait à son regard. Relisez cette phrase, une chemise si fine qu'elle en était transparente. Ce n'est pas un hasard, c'est une humiliation calculée, une démonstration de pouvoir. L'État peut tout voir, même ce qui devrait rester caché. La princesse Palatine, belle-sœur du roi, assiste aussi à cette scène. Elle est allemande d'origine, comme Marie-Anne. Elle comprend ce que ressent la jeune princesse, et ce qu'elle voit ce soir-là la révolte profondément. Dans son journal, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, elle écrit des mots terribles. « Le dauphin, mon beau-fils, était mort de honte. Il aurait voulu se cacher sous terre. Mais l'étiquette l'obligeait à sourire, à plaisanter avec les courtisans qui multipliaient les remarques grivoises. J'ai vu des larmes dans ses yeux, qu'il s'efforçait de retenir. Quant à la pauvre Marie-Anne, elle tremblait si fort que ces dames ont dû la soutenir pour qu'elle puisse marcher jusqu'au lit. C'était une scène d'une cruauté innommable, déguisée en cérémonie joyeuse.
des larmes dans les yeux du dauphin, un futur roi de France qui pleure de honte pendant sa propre nuit de noces. Voilà la réalité, derrière la splendeur de Versailles. Mais ce n'est pas tout. Un document découvert dans les archives nationales révèle un détail encore plus troublant. Une instruction écrite de la main de Louis XIV lui-même. Le roi a ordonné que les rideaux du lit restent partiellement ouverts, afin que l'assistance puisse constater la bonne volonté des époux. Relisez cette phrase. Constater la bonne volonté des époux. Cela signifie que les courtisans doivent pouvoir voir ce qui se passe dans le lit, même après la fermeture officielle des rideaux, même pendant l'acte lui-même. Cette instruction montre jusqu'où va l'intrusion de l'État dans l'intimité des princes. Louis XIV ne se contente pas de contrôler les affaires politiques. Il ne se contente pas de régir l'étiquette de la cour. Il veut contrôler les corps eux-mêmes. Il veut s'assurer que ses sujets, même royaux, accomplissent leur devoir dynastique. Pourquoi un tel acharnement? La réponse est simple, mais impitoyable. Dans une monarchie absolue, la légitimité est tout. Chaque héritier doit être incontestable. Chaque naissance doit être certifiée. Le moindre doute sur la paternité d'un prince pourrait déclencher une guerre de succession, des milliers de morts, des provinces entières ravagées. Le rituel humiliant de la nuit de noces est donc, aux yeux de Louis XIV, une nécessité d'État, une garantie de légitimité, un prix à payer pour la stabilité du royaume. Mais derrière cette logique politique implacable se cache une tragédie humaine. Le dauphin et Marie-Anne ne se remettront jamais de cette humiliation initiale. Leur mariage sera malheureux, distant, froid. Les historiens ont longtemps attribué cette froideur à une incompatibilité de caractère. Marie-Anne était allemande, réservée, pieuse. Le dauphin était français, timide, peu communicatif. Mais les documents intimes révèlent une autre vérité. Leur relation a été brisée dès la première nuit, sous les yeux d'une cour qui a transformé leur intimité en spectacle. Comment construire une relation amoureuse quand le premier souvenir commun est une humiliation publique? Comment se regarder avec tendresse quand on a partagé cette honte? Marie-Anne donnera 3 filles au dauphin. Elle accomplira son devoir dynastique. Mais elle ne connaîtra jamais le bonheur conjugal. Elle mourra à 29 ans, épuisée par les grossesses successives et par la solitude affective. Et le dauphin, il se réfugiera dans la chasse et la solitude. Il ne régnera jamais. Il mourra avant son père, en 1711, laissant le trône à son propre fils, le futur Louis XV. Mais l'histoire la plus documentée, la plus tragique, la plus révélatrice de ce rituel barbare est celle de Louis XVI et Marie-Antoinette. Parce que pour ce couple, nous avons des lettres, des journaux intimes, des témoignages de proches, une documentation qui permet de comprendre l'ampleur du traumatisme infligé. Revenons à ce 16 mai 1770. Dans les corridors de Versailles, Marie-Antoinette avance vers ses appartements nuptiaux. Elle a 14 ans. Louis-Auguste, son époux, en a 15. Ce sont des enfants, des adolescents mariés pour des raisons politiques, pour sceller l'alliance entre la France et l'Autriche, pour mettre fin à des siècles de guerre entre les deux maisons royales. Marie-Antoinette a été préparée par sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, cette femme redoutable qui a régné sur l'empire des Habsbourg pendant 40 ans, a expliqué à sa fille ce qui l'attendait. Les lettres échangées entre Vienne et Versailles avant le mariage le prouvent. Marie-Thérèse a tenté de rassurer sa fille, de lui expliquer que c'était un passage obligé, que toutes les princesses le subissaient, mais aucune explication ne peut préparer une jeune fille de 14 ans à ce qui va suivre. Madame Campan assiste à la scène. Elle n'est pas encore la confidente de Marie-Antoinette, mais elle est déjà au service de la cour. Et ce qu'elle voit ce soir-là la marque pour toujours. Des décennies plus tard, après la Révolution, après la Terreur, après l'exil, elle écrira ses mémoires et elle racontera cette nuit avec une précision douloureuse.
Le mariage a été célébré avec une pompe extraordinaire. Mais le soir venu, lorsqu'il a fallu procéder au rituel de la nuit de noces, j'ai vu la terreur dans les yeux de la jeune dauphine. Elle avait été prévenue par sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, de ce qui l'attendait. Mais aucune préparation ne pouvait adoucir l'humiliation de ce moment. La cérémonie se déroule selon le protocole habituel. Marie-Antoinette est déshabillée par les dames de la cour. Chaque pièce de vêtement est retirée avec une lenteur cérémonielle. La robe de mariée, le corset, les jupons, jusqu'à ce qu'elle se retrouve en simple chemise. Une chemise de lin si fine qu'on peut voir à travers. Louis-Auguste subit le même traitement dans une pièce adjacente. Les gentilshommes de sa maison le déshabillent. Ils font des plaisanteries. Comme toujours, c'est l'usage. Mais le jeune dauphin ne rit pas. Il est terrorisé. Il transpire. Ses mains tremblent. Car Louis-Auguste sait quelque chose que la cour ignore encore. Il a un problème médical. Un problème qui va transformer cette nuit d'humiliation en un calvaire de 7 années. Puis les deux cortèges convergent. La dauphine d'un côté, le dauphin de l'autre. Ils entrent dans la chambre nuptiale. Et là, ils découvrent l'assemblée qui les attend. La famille royale au grand complet. Louis XV, le grand-père de Louis-Auguste, observe la scène avec un sourire en coin. Il a l'habitude. Il a assisté à des dizaines de ces cérémonies. Les princes du sang sont là, les ducs et duchesses, les grands officiers de la couronne. Selon les témoignages, entre 40 et 60 personnes sont présentes dans la pièce. L'archevêque de Paris s'avance. Il bénit le lit, il asperge les draps d'eau bénite. Il récite des prières en latin que Marie-Antoinette comprend à peine. Elle vient d'arriver en France. Son français est approximatif. Elle se sent étrangère, perdue, humiliée. 3 jours après son mariage, elle écrit à sa mère. Cette lettre est conservée aux archives d'État de Vienne. On peut encore la lire aujourd'hui. L'écriture est tremblante. Les mots sont lourds de souffrance. Ma chère maman, je ne peux pas vous décrire ce que j'ai vécu. On m'a déshabillée devant toute la cour. On m'a mise au lit, comme une enfant que l'on couche. L'archevêque a béni notre lit pendant que des dizaines de personnes nous regardaient. J'ai cru mourir de honte. Le dauphin était aussi terrifié que moi. Comment peut-on exiger cela de nous? Comment peut-on exiger cela de nous? La question est simple, déchirante. Une jeune fille de 14 ans demande pourquoi on lui inflige cette torture, pourquoi son intimité est violée, pourquoi elle doit subir les regards, les chuchotements, les rires. Et la réponse, c'est la raison d'État, c'est l'étiquette, c'est la tradition. Des réponses qui ne consolent personne, qui n'expliquent rien, qui justifient l'injustifiable. Mais le pire reste à venir, car cette nuit d'humiliation n'est que le début d'un calvaire qui va durer 7 ans. Louis-Auguste souffre d'une condition médicale appelée phimosis, une malformation du prépuce qui rend les rapports intimes extrêmement douloureux, voire impossibles. Aujourd'hui, cette condition se soigne facilement par une petite intervention chirurgicale, mais à l'époque, personne n'ose en parler. C'est un sujet tabou, honteux. Résultat, le mariage n'est pas consommé, ni la première nuit, ni les nuits suivantes, ni les mois suivants, ni les années suivantes. Et la cour le sait, tout le monde le sait, les courtisans murmurent, les ambassadeurs envoient des rapports à leur gouvernement. Les pamphlets commencent à circuler dans Paris. On se moque de l'impuissance supposée du dauphin. On invente des histoires sur la frigidité de la dauphine. Marie-Antoinette subit une pression énorme. Sa mère lui écrit lettre sur lettre, la pressant d'accomplir son devoir, de séduire son mari, de tomber enceinte. Car sans héritier, l'alliance franco-autrichienne perd son sens. Sans héritier, Marie-Antoinette devient inutile. L'impératrice Marie-Thérèse écrit en 1772, 2 ans après le mariage. « Ma chère fille, je suis inquiète. Vous devez redoubler d'efforts pour plaire au dauphin. Votre position dépend entièrement de votre capacité à lui donner des enfants. Sans cela, vous serez vulnérable à la cour. » Des efforts pour plaire, comme si c'était la faute de Marie-Antoinette, comme si elle ne faisait pas assez d'efforts, alors que le problème est médical, mais
personne ne veut le reconnaître. Personne n'ose en parler ouvertement. Les années passent. 1771, 1772, 1773. Louis XV meurt en 1774. Louis-Auguste devient Louis XVI, roi de France. Et toujours pas d'héritier. Toujours pas de consommation du mariage. Les pamphlets deviennent de plus en plus cruels, de plus en plus obscènes. On dessine des caricatures du roi impuissant, de la reine frustrée. Les rumeurs les plus folles circulent. Marie-Antoinette aurait des amants. Louis XVI serait incapable de remplir ses devoirs conjugaux. Et pendant ce temps, le couple royal souffre en silence, enfermé dans un problème qu'il ne peut pas résoudre, humilié publiquement, incapable de se défendre. En 1777, 7 ans après le mariage, le frère de Marie-Antoinette vient en visite à Versailles. C'est l'empereur Joseph II, co-régent de l'Empire des Habsbourg. Un homme pragmatique, direct, qui n'a pas peur de dire les vérités qui dérangent. Il parle franchement avec Louis XVI. Il comprend le problème et il écrit à son frère Léopold une lettre qui sera découverte des décennies plus tard dans les archives de Vienne. « J'ai parlé franchement avec Louis. Le pauvre homme est prisonnier d'un système qui ne lui laisse aucune intimité, aucune liberté. Même dans sa propre chambre, il est observé, commenté, jugé. Comment pourrait-il être un mari dans ces conditions? Le rituel de leur nuit de noces les a marqués tous les deux. Ma sœur m'a confié qu'elle ne peut pas oublier les regards, les chuchotements, l'humiliation de cette première nuit. C'est un crime que l'étiquette commet contre l'humanité des princes. Un crime que l'étiquette commet contre l'humanité des princes. Joseph II a trouvé les mots justes. Ce n'est pas seulement une cérémonie déplaisante, c'est un crime, une violence psychologique, un traumatisme qui détruit les relations avant même qu'elles ne commencent. Mais Joseph II ne se contente pas d'écrire des lettres. Il agit, il parle avec Louis XVI, il lui explique qu'il existe une solution médicale, une petite intervention chirurgicale, simple, rapide, presque sans douleur et surtout discrète. Louis XVI hésite, il a peur, c'est compréhensible, mais il comprend aussi qu'il n'a pas le choix. Sans héritier, sa légitimité est fragile. Sans consommation du mariage, les rumeurs continueront. Sans enfant, Marie-Antoinette restera vulnérable. En 1777, Louis XVI subit l'intervention. Elle est réalisée par le chirurgien royal dans le plus grand secret. Seuls quelques proches le savent. La cour ne doit rien savoir. Les ambassadeurs ne doivent rien savoir. Paris ne doit rien savoir. Et quelques mois plus tard, en avril 1778, Marie-Antoinette tombe enfin enceinte, après 7 ans d'attente, après 7 ans d'humiliation publique, après 7 ans de pamphlets et de moqueries. La joie à la cour est immense, les courtisans célèbrent, les ambassadeurs envoient Botaquois des dépêches enthousiastes à leur capitale. L'alliance franco-autrichienne est sauvée, la succession est assurée. Mais pour Marie-Antoinette, la grossesse apporte un nouveau cauchemar, car à Versailles, même l'accouchement est public. 19 décembre 1778, Marie-Antoinette entre en travail. Selon l'étiquette, l'accouchement d'une reine de France doit avoir des témoins, beaucoup de témoins, pour garantir que l'enfant est bien celui de la reine, pour éviter toute suspicion de substitution. La chambre se remplit rapidement. La famille royale arrive, les princes du sang, les grands officiers de la couronne, les courtisans qui ont le privilège d'assister à l'événement. Selon les témoignages, plus de 200 personnes se pressent dans la pièce. Madame Campan décrit la scène dans ses mémoires. La chaleur était étouffante. Les courtisans se bousculaient pour mieux voir. Certains montaient sur les meubles, d'autres ouvraient les rideaux pour faire entrer plus de lumière. La pauvre reine souffrait atrocement, mais elle ne pouvait même pas crier sans être entendue par des centaines d'oreilles. L'accouchement est difficile, très difficile. Marie-Antoinette perd connaissance à un moment. La chaleur, la foule, la douleur, c'est trop. Elle suffoque. Et c'est là que Louis XVI
fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défie l'étiquette pour la première fois de sa vie. Il ordonne qu'on évacue la chambre, immédiatement. Il fait ouvrir les fenêtres à coups de force. Il laisse entrer l'air frais. Il sauve la vie de sa femme. Madame Campan écrit « Le roi a montré en cet instant un courage que personne ne lui connaissait. Il a défié la tradition. Il a bousculé les courtisans. Il a protégé la reine. C'était la première fois que je le voyais s'opposer à l'étiquette. Et je crois que c'était aussi la première fois que la reine le voyait comme un véritable mari. L'enfant naît. C'est une fille. Marie-Thérèse Charlotte. Madame royale. Ce n'est pas l'héritier mâle tant espéré, mais c'est un début. La preuve que le couple royal peut avoir des enfants. Et effectivement, les naissances vont se succéder. Louis-Joseph en 1781, Louis-Charles en 1785, Sophie-Béatrice en 1786. La succession est assurée, l'alliance est consolidée. Mais le mal est fait. 7 ans d'humiliation publique ont brisé quelque chose dans le couple royal. Louis XVI et Marie-Antoinette ne seront jamais vraiment proches. Ils se respectent, ils accomplissent leurs devoirs. Mais l'intimité, la tendresse, la complicité qu'on trouve dans un mariage heureux ne seront jamais là. Les historiens ont longtemps interprété cette distance comme une incompatibilité naturelle. Louis XVI était timide, maladroit, passionné de serrurerie et de chasse. Marie-Antoinette était mondaine, frivole, amatrice de fêtes et de mode. 2 personnalités opposées, 2 mondes qui ne pouvaient pas se rencontrer. Mais les documents intimes révèlent une vérité plus sombre. Leur relation a été sabotée dès le départ par un rituel humiliant qui a transformé leur première nuit en spectacle public, par 7 années de commentaires, de moqueries, de pamphlets, par un système qui a nié leur humanité et leur droit à l'intimité. Marie-Antoinette cherchera l'affection ailleurs, pas dans des liaisons amoureuses comme le prétendent les rumeurs, mais dans des amitiés passionnées. La princesse de Lamballe, la comtesse de Polignac, des femmes qui lui offrent ce que son mari ne peut pas lui donner, de la tendresse, de la complicité, de l'intimité émotionnelle. Et Louis XVI, il se réfugiera dans ses passions solitaires, la serrurerie, la chasse, la géographie, des activités où il n'a pas besoin de performer, où personne ne le juge, où il peut être simplement lui-même. Quand la Révolution éclate, en 1789, le couple royal sera déjà brisé, pas par méchanceté, pas par infidélité, mais par un système qui a détruit leurs relations avant même qu'elles ne commencent. 3 couples royaux, 3 nuits de noces, 3 tragédies humaines. Et pourtant, ces 3 cas ne sont que la partie visible d'une pratique bien plus large, car pendant plus d'un siècle, chaque mariage princier à Versailles a suivi le même rituel. Chaque couple royal a subi la même humiliation. Il y a eu d'autres victimes dont l'histoire a oublié les noms, des princesses mineures, des ducs, des dauphins morts jeunes. Tous ont été soumis au même cérémonial. Tous ont été transformés en instruments dynastiques. Tous ont vu leur intimité violée par la présence de la cour. Mais pourquoi ce rituel a-t-il survécu si longtemps? Pourquoi personne n'a-t-il osé le remettre en question? Pourquoi même les rois les plus puissants ne l'ont-ils pas aboli? La réponse se trouve dans la logique même de la monarchie absolue, un système basé sur l'idée que le roi n'est pas un homme ordinaire, qu'il est une institution vivante, que son corps appartient au royaume avant d'appartenir à lui-même. Dans cette logique, l'intimité n'existe pas, le privé n'existe pas. Tout ce qui concerne le roi est public. Son lever, son dîner, sa promenade, son travail, et bien sûr, sa nuit de noces. Le rituel de la nuit de noces n'est donc pas une aberration, c'est la conséquence logique d'un système qui nie l'individualité, qui transforme les êtres humains en symboles, qui confond la personne avec la fonction. Louis XIV l'a compris mieux que personne. Il a créé Versailles précisément pour transformer la monarchie en spectacle permanent,
pour faire de sa vie entière une représentation théâtrale où chaque geste a une signification politique. Le lever du roi n'est pas un simple réveil, c'est une cérémonie où les courtisans se battent pour le privilège de lui tendre sa chemise. Le dîner du roi n'est pas un repas, c'est une démonstration de pouvoir où chaque plat est apporté en grande pompe. La promenade du roi n'est pas une détente, c'est une procession où chaque courtisan doit marcher à sa place assignée. Et la nuit de noces, elle aussi doit être un spectacle, une démonstration que le roi accomplit son devoir dynastique, une preuve que l'héritier qui naîtra sera légitime, une garantie que la continuité monarchique est assurée. Mais à quel prix? À quel prix humain? C'est la question que personne ne pose à l'époque, parce que dans la logique de la monarchie absolue, cette question n'a pas de sens. Le prix humain n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la stabilité du régime, la légitimité de la succession, la grandeur de l'État. Et pourtant, les victimes souffrent, les témoignages le prouvent, les lettres privées le révèlent. Marie-Antoinette pleure et écrit à sa mère. Le dauphin a des larmes dans les yeux. Marie-Thérèse d'Autriche découvre qu'elle n'est pas aimée. Louis XVI lui-même avoue qu'il n'est plus un homme libre. Mais personne n'écoute leur souffrance, parce que dans un système absolutiste, les sentiments personnels ne comptent pas. Seule la raison d'État compte. Et la raison d'État exige des héritiers légitimes, des témoins à la consommation du mariage, des preuves documentées de la continuité dynastique. C'est le paradoxe tragique de la monarchie absolue. Plus on monte dans la hiérarchie, moins on est libre. Le paysan peut vivre sa nuit de noces dans l'intimité de sa chaumière. Le bourgeois peut fermer la porte de sa chambre. Mais le roi, jamais. Sa chambre est un théâtre. Son lit est une scène. Son intimité est un bien public. Louis XIV pouvait déclencher des guerres d'un mot. Il pouvait emprisonner qui il voulait à la Bastille. Il pouvait façonner l'Europe selon sa volonté. Mais il ne pouvait pas protéger sa propre intimité. Il ne pouvait pas vivre sa nuit de noces sans témoin. Il ne pouvait pas échapper au regard de la cour. C'est la prison dorée du pouvoir absolu. Une prison qui transforme ses occupants en prisonniers de leur propre système. Une prison où même les geôliers sont enfermés. Et les courtisans, ceux qui assistent à ces cérémonies, ceux qui rient, qui murmurent, qui font des plaisanteries grivoises, sont-ils complices? Sont-ils coupables? La réponse est complexe. Oui, ils participent à l'humiliation. Oui, ils perpétuent le système. Mais eux aussi sont prisonniers. Prisonniers de l'étiquette. Prisonniers des conventions. Prisonniers d'un système qui ne laisse aucune place à la dissidence. Si un courtisan refusait d'assister à la cérémonie, il serait banni de la cour. S'il exprimait publiquement sa répugnance, il risquerait l'emprisonnement. S'il tentait de défendre l'intimité des princes, il serait accusé de manquer de respect à la monarchie. Alors ils assistent, ils rient, ils font semblant que tout est normal, que cette pratique est acceptable, que l'humiliation des princes est le prix nécessaire de la légitimité dynastique. Mais certains, dans le secret de leurs journaux intimes, de leurs lettres privées, expriment leur malaise. La princesse palatine qualifie le rituel de barbare. Madame de Sévigné parle d'un spectacle magnifique et cruel. Madame Campan évoque une cérémonie contraire à toute pudeur naturelle. Ces témoignages sont précieux. Ils nous montrent que même à l'époque, certains comprenaient que le rituel était inacceptable, que même dans un système absolutiste, des voix s'élevaient pour dénoncer l'inhumanité de certaines pratiques, mais ces voix restaient privées, jamais publiques, jamais assez fortes pour changer le système, parce que le système était plus puissant que les individus, plus puissant que la compassion, plus puissant que la décence humaine. Et c'est précisément cette puissance du système qui explique pourquoi le rituel a survécu si longtemps, pourquoi il a fallu une révolution pour qu'il disparaisse, pourquoi il n'a jamais été aboli officiellement, mais s'est simplement évaporé avec la chute de l'Ancien Régime. Parlons maintenant de ce qui s'est passé après.
de ce qui est arrivé à ce rituel quand la monarchie est tombée, de la façon dont l'histoire a été réécrite, de la façon dont la vérité a été enfouie sous des couches de silence et d'oubli, car c'est là que se trouve le véritable scandale, pas seulement dans l'existence du rituel lui-même, mais dans les efforts systématiques pour l'effacer de la mémoire collective, pour le faire disparaître des livres d'histoire, pour transformer Versailles en symbole de grandeur plutôt qu'en monument à l'humiliation institutionnalisée. La Révolution française éclate en 1789. En quelques années, tout l'édifice de la monarchie absolue s'effondre. Louis XVI est guillotiné en 1793. Marie-Antoinette le suit quelques mois plus tard. La famille royale est dispersée. Les courtisans fuient ou sont arrêtés. Versailles est pillé, vidé, transformé en musée. Et le rituel de la nuit de noces, il disparaît, simplement, sans abolition officielle, sans décret, sans proclamation. Il s'évanouit parce qu'il devient impensable dans un monde qui vient de découvrir l'idée de droits individuels, dans un monde qui proclame la liberté, l'égalité, la fraternité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789, affirme que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ces mots simples détruisent toute la logique sur laquelle reposait le rituel. Si tous les hommes sont égaux, alors même un roi a droit à l'intimité. Si tous les hommes sont libres, alors personne ne peut être forcé de transformer sa vie privée en spectacle public. Mais voilà le paradoxe. La Révolution fait disparaître le rituel, mais elle ne fait rien pour préserver sa mémoire. Au contraire, les révolutionnaires veulent oublier l'ancien régime. Ils veulent construire un monde nouveau, un monde où ces pratiques barbares n'existent plus, où même leur souvenir est effacé. Puis vient Napoléon, puis la Restauration, puis la monarchie de Juillet, puis le Second Empire. Et pendant toutes ces périodes, l'histoire de France est réécrite, constamment, selon les besoins politiques du moment. Les historiens du XIXe siècle, ces hommes respectables qui enseignent dans les universités, qui publient des volumes savants, qui forment l'opinion publique, décident de ce qui mérite d'être raconté et de ce qui doit être oublié. Et le rituel de la nuit de noces, il entre dans la seconde catégorie. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, toutes révélatrices. Première raison, la pudeur bourgeoise de l'époque victorienne. Le XIXe siècle est obsédé par la moralité, par la décence, par la séparation entre sphère publique et sphère privée. On ne parle pas de sexualité en public. On cache les pieds des pianos avec des tissus parce qu'ils ressemblent trop à des jambes nues. On appelle les sous-vêtements les inexprimables parce qu'on ne peut pas prononcer le mot. Dans ce contexte, comment parler d'un rituel qui transformait la nuit de noces en spectacle public? Comment expliquer à des lecteurs victoriens que leurs ancêtres assistaient à la mise au lit des couples royaux? Comment décrire les détails du cérémonial sans choquer la sensibilité de l'époque? Les historiens choisissent le silence. Ils mentionnent le mariage. Ils décrivent la cérémonie à l'église. Ils parlent de la fête qui suit. Mais la nuit de noces, un silence pudique, comme si elle n'avait jamais existé, comme si les couples royaux s'étaient retirés discrètement dans leurs appartements privés. Deuxième raison, la nostalgie monarchiste. Après la Révolution, après la Terreur, après les guerres napoléoniennes, une partie de l'opinion française regrette l'ancien régime. Ces gens idéalisent Versailles. Ils en font un symbole de grandeur, d'élégance, de civilisation raffinée. Pour eux, le rituel de la nuit de noces est un détail embarrassant. Il contredit l'image qu'ils veulent promouvoir. Il révèle que la monarchie absolue n'était pas aussi glorieuse qu'ils le prétendent, qu'elle avait des aspects sombres, des pratiques humiliantes, des rituels qui niaient la dignité humaine. Alors ils effacent ce détail. Ils se concentrent sur les fêtes magnifiques, sur les jardins splendides,
sur les œuvres d'art extraordinaires, sur tout ce qui fait de Versailles un monument à la gloire française, et ils oublient soigneusement les aspects dérangeants. Troisième raison, la construction du mythe national. La France du XIXe siècle construit son identité autour de son histoire. Elle se définit comme la fille aînée de l'Église, comme la patrie des droits de l'homme, comme le pays de la civilisation et des Lumières. Versailles joue un rôle central dans cette mythologie nationale. C'est la preuve que la France a été, à un moment donné, le centre du monde, que tous les regards étaient tôt tournés vers elle, que sa culture, sa langue, ses manières étaient imitées partout en Europe. Mais révéler les aspects humiliants de l'étiquette versaillaise briserait ce mythe. Cela montrerait que derrière la façade dorée, il y avait une machine à broyer l'humanité, que la grandeur apparente cachait des cruautés quotidiennes, que le système qui a produit tant de beauté était aussi un système profondément inhumain. Alors, l'histoire officielle choisit d'oublier. Elle présente une version sanitisée du passé, une version où Versailles est magnifique mais jamais cruel, élégant mais jamais humiliant, grandiose mais jamais oppressant. Les manuels scolaires du XIXe et du début du XXe siècle parlent longuement de Louis XIV, de ses guerres, de ses conquêtes, de la construction de Versailles, mais pas un mot sur le rituel de la nuit de noces, pas une ligne sur l'humiliation systématique des couples royaux, pas une mention des témoignages qui ont survécu. Heureusement, certains documents ont échappé à la censure, pas les documents officiels. Ceux-là ont été soigneusement triés, mais les documents privés, les lettres, les journaux intimes, les mémoires publiés après la mort de leurs auteurs, les mémoires de Madame Campan, publiées en 1823, après sa mort. Elle n'avait plus rien à perdre, plus de position à protéger, plus de réputation à sauver. Alors elle a raconté ce qu'elle avait vu, sans phare, sans censure, avec une honnêteté brutale, la correspondance de la princesse palatine, découverte au XXe siècle dans les archives de Hanovre. Ces lettres, écrites en allemand à sa famille, n'étaient même pas destinées à être publiées. Elles exprimaient ses véritables sentiments, sa révolte contre les pratiques barbares de la cour française, les lettres privées de Marie-Antoinette à sa mère, préservées aux archives d'État de Vienne. Ces documents ont failli être détruits pendant les guerres napoléoniennes, mais ils ont survécu. Et aujourd'hui, nous pouvons lire les mots déchirants d'une jeune fille de 14 ans décrivant son humiliation, les journaux intimes de courtisans mineurs. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas assez importants pour que leurs écrits soient censurés. Personne ne se souciait de ce qu'ils pensaient. Alors, ils ont écrit librement. Et leurs témoignages, découverts dans des greniers, dans des bibliothèques provinciales, nous donnent une fenêtre sur la réalité vécue de Versailles. Ce n'est qu'au XXe siècle que les historiens commencent à étudier sérieusement le rituel. Philippe Ariès, dans ses travaux sur l'histoire de la vie privée. Georges Duby, dans ses recherches sur le Moyen Âge et l'Ancien Régime. Et plus récemment, Hélène Delalex, conservatrice au château de Versailles, qui a consacré des articles entiers à l'étiquette de la cour et à ses aspects les plus dérangeants. Ces historiens modernes font un travail essentiel. Ils exhument les documents oubliés. Ils analysent les témoignages négligés. Ils reconstruisent une image plus complète, plus honnête, plus humaine de ce qu'était vraiment la vie à Versailles. Et ce qu'ils découvrent est troublant, car le rituel de la nuit de noces n'est pas une exception. C'est un exemple parmi d'autres d'une pratique systématique. La négation de l'intimité, le contrôle total de la vie privée, la transformation de chaque instant en spectacle politique. Hélène Delalex écrit dans un article publié en 2015. Ce rituel nous rappelle que la monarchie absolue était un système totalitaire. Il contrôlait non seulement la vie politique et économique, mais aussi la vie intime de ses sujets, y compris, et surtout celle de ses souverains. C'était une dictature de l'étiquette, où même l'amour devait se plier aux exigences de la raison d'État. Une dictature de l'étiquette. L'expression est frappante et juste,
car c'est exactement ce qu'était Versailles. Un système où chaque geste était codifié, où chaque instant était surveillé, où la liberté individuelle n'existait pas, même pour le roi. Pensez à l'ironie. Louis XIV, le roi Soleil, l'homme qui proclamait « l'État, c'est moi », était lui-même prisonnier de son système. Il ne pouvait pas vivre sa nuit de noces dans l'intimité. Il ne pouvait pas se lever le matin sans que des dizaines de courtisans assistent au spectacle. Il ne pouvait pas manger un repas sans que chaque bouchée soit observé et commenté. Le pouvoir absolu est une illusion. Plus on monte dans la hiérarchie, plus on perd de liberté. Le roi de France était l'homme le plus puissant d'Europe. Mais il n'avait aucune vie privée. Son corps appartenait à l'État, son temps appartenait à l'étiquette, son intimité appartenait à la cour. Et les victimes? Les vraies victimes ne sont pas seulement les rois, ce sont tous ceux qui ont été pris dans ce système. Les jeunes princesses arrachées à leur famille, mariées à des inconnus, humiliées dès leur première nuit dans un pays étranger. Les dauphins timides, obligés de performer leur virilité devant une assistance moqueuse. Les couples qui auraient pu s'aimer, mais dont la relation a été sabotée dès le départ par un traumatisme collectif. Marie-Thérèse d'Autriche, qui a pleuré pendant sa nuit de noces et qui n'a jamais été aimée par son mari. Le grand dauphin, qui a gardé des larmes dans ses yeux toute sa vie. Marie-Antoinette, qui n'a jamais oublié l'humiliation de cette première nuit et qui a cherché l'affection ailleurs, dans des amitiés passionnées qui alimenteront les rumeurs les plus folles, toutes ces vies brisées, tous ces bonheurs impossibles, tout cela au nom de la raison d'État, au nom de la légitimité dynastique, au nom d'un système qui transformait les êtres humains en instruments. Et le plus troublant, c'est que ce système était accepté, normalisé, considéré comme naturel. Personne ne le remettait en question. Personne n'osait dire que c'était inhumain. Parce que dans la logique de la monarchie absolue, l'humanité des princes n'avait pas d'importance. Seule la continuité du régime comptait. Il a fallu les Lumières pour que cette logique soit contestée, pour que des philosophes osent dire que même un roi est un être humain, que même une reine a droit à la dignité, que même un prince a droit à l'intimité. Rousseau écrit dans le Contrat social « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Cette phrase, devenue célèbre, s'applique parfaitement aux princes de Versailles. Nés pour régner, ils étaient enchaînés par l'étiquette. Destinés à la grandeur, ils étaient prisonniers de leur propre système. Kant, dans ses écrits sur la morale publiés à la fin du XVIIIe siècle, établit un principe fondamental. L'être humain ne peut jamais être réduit à un moyen. Il est toujours une fin en soi. Ces mots, apparemment abstraits, condamnent implicitement le rituel de la nuit de noces, car ce rituel transformait les princes en moyens, en instruments dynastiques, en corps reproducteurs au service de l'État. Si chaque être humain possède une dignité inaliénable, alors même un roi a le droit à l'intimité. Même une reine a le droit de vivre sa première nuit sans témoin. Même un dauphin a le droit de ne pas être transformé en spectacle. Ces idées, révolutionnaires pour l'époque, détruisent toute la logique sur laquelle reposait la monarchie absolue. Elles affirment qu'il existe des droits qui transcendent la raison d'État, que la dignité humaine est plus importante que la légitimité dynastique, que l'intimité est un droit fondamental, non négociable. Lorsque la Révolution française balaye l'Ancien Régime, elle ne se contente pas de renverser un gouvernement. Elle renverse un système de pensée, un système où l'individu était sacrifié au collectif, où la dignité personnelle était subordonnée à la raison d'État, où même l'amour devait se plier aux exigences du pouvoir. Le rituel de la nuit de noces disparaît avec la monarchie. Pas besoin d'abolition formelle, il s'évanouit simplement, parce qu'il devient impensable dans un monde qui a découvert l'idée de droits individuels, dans un monde qui proclame que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité.
Et aujourd'hui, plus de 2 siècles après la chute de Versailles, que nous apprend ce rituel oublié? Premièrement, que le pouvoir absolu corrompt absolument, même dans les aspects les plus intimes de la vie, qu'un système politique qui nie la dignité humaine finit par dévorer ses propres enfants, que la grandeur apparente d'un régime peut masquer des cruautés quotidiennes, acceptées comme normales par ceux qui en sont complices. Louis XIV a construit le plus beau palais du monde, il a créé une cour éblouissante, il a fait de la France le centre culturel de l'Europe. Mais à quel prix? Au prix de l'humanité, de ceux qui vivaient dans ce système, au prix de l'intimité des princes, au prix de la dignité de générations de couples royaux. Versailles est magnifique, personne ne peut le nier. Ses jardins sont splendides, ses appartements sont somptueux, sa galerie des glaces est à couper le souffle. Mais cette beauté a été construite sur la souffrance, sur l'humiliation systématique, sur la négation de l'individualité. C'est une leçon importante. La beauté et la cruauté peuvent coexister. Un système peut être élégant en surface et brutal dans ses fondements. L'esthétique ne garantit pas l'éthique. La magnificence ne garantit pas l'humanité. Deuxièmement, que l'intimité est un droit fondamental, non négociable. Chaque être humain, quel que soit son rang, mérite un espace privé où il peut être simplement lui-même, sans témoin, sans jugement, sans surveillance. La transparence totale exigée par l'État, qu'il soit monarchique ou démocratique, est une forme de violence. Elle détruit quelque chose d'essentiel dans l'être humain, le besoin de solitude, le droit à la vie privée, la possibilité d'exister sans être constamment observé et évalué. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la surveillance est omniprésente. Les caméras, les réseaux sociaux, les données collectées par les entreprises et les gouvernements. Nous sommes suivis, analysés, profilés en permanence. Notre vie privée est constamment menacée. Le rituel de la nuit de noces à Versailles nous rappelle pourquoi c'est dangereux, pourquoi nous devons protéger farouchement notre intimité. Parce que sans intimité, nous ne sommes plus vraiment humains. Nous devenons des personnages, des rôles, des fonctions, comme les princes de Versailles. Troisièmement, que l'histoire n'est jamais neutre. Ce qui est effacé, censuré, tue, révèle souvent des vérités plus importantes que ce qui est proclamé. Les silences de l'histoire sont aussi éloquents que ses déclarations officielles. Pendant des siècles, les historiens ont eu l'existence de ce rituel. Ils ont présenté une version sanitisée du passé, une version où Versailles était seulement magnifique, jamais cruelle, où la monarchie absolue était glorieuse, jamais oppressante, où les rois vivaient dans le luxe, sans mentionner qu'ils vivaient aussi dans une prison dorée. Pourquoi ce silence? Parce que la vérité était dérangeante, parce qu'elle contredisait le mythe national, parce qu'elle révélait que la France de l'Ancien Régime n'était pas aussi civilisée qu'on voulait le croire. Mais la vérité finit toujours par émerger. Les documents survivent, les témoignages sont redécouverts, les historiens honnêtes font leur travail, et petit à petit, une image plus complète, plus humaine, plus vraie de notre passé se dessine. C'est notre responsabilité de chercher cette vérité, de ne pas nous contenter des versions officielles, de creuser dans les archives, de lire les témoignages oubliés, de donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence. Quatrièmement, que la tradition n'est pas toujours respectable, que l'ancienneté d'une pratique ne la justifie pas, que nous avons le droit, et même le devoir, de remettre en question les usages hérités du passé. Le rituel de la nuit de noces existait depuis des siècles. Il était considéré comme une tradition immémoriale, comme une pratique essentielle à la légitimité monarchique. Personne n'osait le contester, parce que ça a toujours été comme ça, parce que nos ancêtres le faisaient, parce que la tradition l'exige. Mais une tradition peut être mauvaise, peut être cruelle, peut être inhumaine, et dans ce cas,
Elle doit être abolie, pas perpétuée au nom d'un respect aveugle du passé. C'est une leçon importante pour notre époque. Nous aussi, nous avons des traditions, des usages, des pratiques que nous perpétuons sans les questionner, parce qu'elles sont anciennes, parce qu'elles sont familières, parce que ça a toujours été comme ça. Mais nous devons avoir le courage de les examiner, de nous demander si elles sont justes, si elles respectent la dignité humaine, si elles méritent d'être préservées. Et si la réponse est non, nous devons avoir le courage de les abandonner. Comme la Révolution a abandonné le rituel de la nuit de noces. Cinquièmement, que les systèmes politiques ont des conséquences humaines concrètes, que les idées abstraites sur le pouvoir, la légitimité, la souveraineté se traduisent par des expériences vécues, par des souffrances réelles, par des vies brisées. La monarchie absolue n'était pas seulement une théorie politique, c'était un système qui transformait des jeunes filles de 14 ans en instruments dynastiques, qui forçait des adolescents terrifiés à performer leur virilité devant des dizaines de témoins, qui détruisait des relations avant même qu'elles ne commencent. Chaque système politique doit être jugé non seulement sur ses principes, mais sur ses conséquences humaines, non seulement sur ses promesses, mais sur ses pratiques, non seulement sur sa théorie, mais sur sa réalité vécue. Et aujourd'hui, dans les salles silencieuses du château de Versailles, les touristes admirent les appartements royaux. Ils photographient les lits à baldaquin, les plafonds peints, les miroirs ornés. Des millions de visiteurs chaque année, émerveillés par la beauté, fascinés par l'histoire. Mais la plupart ignorent le drame qui s'est joué ici. Ils ne savent pas que ces chambres magnifiques ont été le théâtre d'humiliations systématiques, que ces lits somptueux ont été des scènes où se jouait la comédie cruelle de la raison d'État, que derrière chaque porte dorée, il y a eu des larmes, des tremblements, des dignités brisées. Cette ignorance n'est pas leur faute, c'est le résultat d'un effacement délibéré, d'une censure historique, d'un choix de ne raconter qu'une partie de l'histoire, la partie glorieuse, la partie esthétique, la partie qui fait de la France un objet de fierté nationale. Mais l'histoire complète, l'histoire vraie, comprend aussi les aspects sombres, les rituels humiliants, les systèmes oppressifs, les vies sacrifiées sur l'autel de la grandeur. En racontant cette histoire aujourd'hui, nous ne cherchons pas à salir la mémoire de la France. Au contraire, nous cherchons à honorer la mémoire de ceux qui ont souffert, à donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence, à révéler une vérité que les puissants ont voulu cacher. Marie-Antoinette mérite qu'on raconte sa souffrance, pas seulement sa frivolité supposée, pas seulement ses robes extravagantes, mais aussi ses larmes, son humiliation, sa lutte pour préserver un peu de dignité dans un système qui la niait. Louis XVI mérite qu'on raconte son calvaire, pas seulement sa faiblesse politique, pas seulement son incapacité à réformer le royaume, mais aussi son humanité, sa vulnérabilité, son courage de défier l'étiquette pour sauver sa femme lors de l'accouchement. Le grand dauphin mérite qu'on se souvienne de ses larmes. La princesse Palatine mérite qu'on entende sa révolte. Madame Campan mérite qu'on lise ses témoignages. Toutes ces voix, toutes ces vies, toutes ces dignités brisées méritent d'être reconnues. La nuit de noces à Versailles n'était pas une simple cérémonie. C'était le symbole d'un système qui transformait les êtres humains en instruments. Un système qui confondait grandeur et oppression, majesté et humiliation, pouvoir et cruauté. Ce système a disparu, la Révolution l'a balayé, mais son souvenir demeure, gravé dans les témoignages de ceux qui l'ont vécu et subi. Un souvenir que la cour a tenté d'effacer, mais que l'histoire a finalement préservé. Car l'histoire, la vraie, n'appartient pas aux puissants. Elle appartient à ceux qui ont le courage de la raconter. Elle appartient aux témoins qui ont écrit ce qu'ils ont vu. Elle appartient aux historiens qui ont exhumé les documents oubliés.
Elle appartient à tous ceux qui refusent que la vérité soit enterrée sous les dorures. Madame Campan, écrivant en exil en 1810, a trouvé les mots justes. Lorsque je repense à Versailles, ce ne sont pas les fêtes ni les fastes dont je me souviens. Ce sont les pleurs silencieux d'une jeune reine, la honte d'un dauphin tremblant, l'humiliation quotidienne acceptée comme normale. Versailles était une prison dorée où même les geôliers étaient prisonniers. Et cette première nuit, cette nuit qui aurait dû être un moment de joie et d'intimité, en était le symbole parfait. Derrière les miroirs de Versailles, derrière les dorures et les lustres de cristal, il y avait des êtres humains, des princes et des princesses qui rêvaient peut-être d'amour, d'intimité, de liberté. Mais le système qui les avait engendrés ne leur permettait rien de tout cela. Leur lit nuptial était un théâtre d'État. Leur amour était affaire publique. Leur dignité était sacrifiée sur l'autel d'une monarchie qui se voulait absolue, mais qui était simplement absurde. Cette histoire oubliée nous rappelle une vérité essentielle. La grandeur d'une civilisation ne se mesure pas à ses palais, mais au respect qu'elle accorde à la dignité de chaque être humain. Versailles était splendide, mais il a échoué ce test fondamental. Il a produit de la beauté, mais il a détruit de l'humanité. Que ce récit serve de méditation sur le pouvoir, sur l'intimité, sur ce que nous acceptons au nom de la tradition et sur ce que nous devons, en tant qu'êtres humains, protéger jalousement. Notre droit à l'intimité, notre dignité, notre humanité. Le rituel humiliant de la nuit de noces à Versailles a disparu avec l'Ancien Régime, mais son souvenir demeure, un souvenir que la cour a tenté d'effacer, mais que l'histoire a finalement préservé, car l'histoire, la vraie, ne se tait jamais vraiment. Elle attend, patiente, dans les archives poussiéreuses, dans les lettres oubliées, dans les témoignages censurés. Et un jour, elle refait surface, elle révèle ce qui a été caché, elle donne une voix à ceux qui ont été réduits au silence. Et nous, aujourd'hui, nous avons le privilège et la responsabilité d'écouter cette voix, de comprendre ce qui s'est vraiment passé derrière les portes dorées de Versailles, de reconnaître la souffrance de ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel de la grandeur, non pas pour juger, non pas pour condamner nos ancêtres, mais pour apprendre, pour nous souvenir, pour nous assurer que de telles pratiques ne reviennent jamais, sous aucune forme, dans aucun système, parce que la dignité humaine n'est pas négociable. L'intimité n'est pas un privilège, c'est un droit qui appartient à chaque être humain, roi ou paysan, prince ou roturier, puissant ou faible. Et c'est peut-être la leçon la plus importante que nous livre cette histoire, au-delà de l'anecdote scandaleuse, au-delà de la curiosité historique. Il y a une vérité universelle et intemporelle, une vérité qui résonne encore aujourd'hui, plus de 2 siècles après la chute de Versailles. Chaque être humain mérite d'être traité avec dignité. Chaque être humain a droit à l'intimité, et aucun système, quel qu'il soit, n'a le droit de violer ce principe fondamental. C'est cela, l'héritage véritable de cette histoire oubliée. Non pas un scandale à sensation, mais une leçon d'humanité. Une leçon que nous devons garder précieusement et transmettre aux générations futures, pour qu'elles se souviennent, pour qu'elles comprennent et pour qu'elles protègent, avec la même férocité que nous devrions le faire, ce qui fait de nous des êtres humains, notre liberté, notre intimité, notre dignité.